Donc, on reprend cette séance et cette partie va être sur les malades, usagers et acteurs de la recherche participative. Et la table ronde va être animée par Bernadette Bréant et Paul de Brême. Voilà. Alors la recherche participative, et vous allez vous en rendre compte, elle peut prendre des formes extraordinairement variées, extrêmement diverses. C'est un champ en mouvement constant, toujours en train de s'inventer, donc très créatif. Et évidemment, les associations de malades y jouent un rôle absolument central et important aux côtés des chercheurs et des médecins. Vous allez donc pouvoir vous en rendre compte avec la table ronde qu'on va avoir maintenant, avec vos questions aussi, parce que vous aurez la parole, et vous avez vu que c'est formidable, vous avez chacun un micro devant vous, donc vous pourrez aisément prendre la parole. Et pour l'introduire, nous avons l'honneur d'accueillir deux académiciens, ou avant que ce ne soit eux qui nous accueillent en réalité. Jean-Louis Mandel, qui est membre de l'Académie des sciences et de l'Académie nationale de médecine, qui est professeur au Collège de France. On va commencer avec vous. Professeur honoraire. Honoraire, d'accord. Je crois qu'on peut vous remercier de, voilà, de cette allocution avec quelques applaudissements. Voilà, alors je suis particulièrement content d'être là parce que ça fait plus de 30 ans que dans le cadre de mes recherches, je travaille de manière très proche avec des associations de malades dans le domaine des maladies génétiques rares. Et je m'intéresse particulièrement encore maintenant, par exemple, nombreuses maladies responsables de déficiences intellectuelles avec ou sans autisme et épilepsie. Mais je souhaite aussi intervenir finalement en tant que président de la Fondation Maladies Rares, dont un des programmes majeurs d'action et de financement de projets est dans le domaine des recherches en sciences humaines et sociales sur des problèmes de qualité de vie et du retentissement de maladies rares, par exemple dans l'insertion scolaire ou sociale. Et ces projets, tels que nous l'appel à projet le définit, doivent obligatoirement associer des cliniciens spécialistes de la pathologie ou du groupe de maladies, des chercheurs en SHS, sociologues, psychologues, économistes, etc., et une ou plusieurs associations de malades et familles concernées, car nous voulons être sûrs que le problème étudié et la manière de l'aborder correspondent aux questions majeures que se posent ceux qui sont directement touchés, les patients et leurs familles. Donc, comme je l'ai dit, en tant que chercheur, j'ai été très tôt en contact et très proche pendant de longues années de l'AFM, mais aussi d'autres associations. Et on connaît le rôle primordial de l'AFM dans le développement des cartes du génome au Généton. Un moment où, grâce à cette initiative, la France a été leader, malheureusement c'est a été, dans les recherches sur le génome humain. L'AFM a été ensuite un soutien majeur à une époque difficile pour les recherches en thérapie génique, notamment celle menée par Alain Fischer, qui sera là cet après-midi. Elle a créé le laboratoire du Généton, puis l'Institut de myologie, et a montré l'importance de centres de référence pour ces maladies rares et complexes. Et c'est cet exemple, je pense, qui a été ensuite étendu à l'ensemble des maladies rares dans le cadre des plans nationaux maladies rares 1 et 2, et on est en train de préparer le 3e. Et puis, elle a aussi aidé les associations concernées par les maladies rares à se fédérer au niveau français et européen, l'Alliance Maladies Rares, Eurordis, on entendra cet après-midi Madame Christelle Nourricier. Puis je vous ai dit que je suis président de la Fondation Maladies Rares, en finançant à plus de 50% la Fondation Maladies Rares, créée dans le cadre du 2e plan Maladies Rares, mais ne bénéficiant pourtant que d'un faible soutien public. Et surtout, le Téléthon, qui se déroule aujourd'hui, a fait comprendre au grand public, mais aussi aux médecins et aux chercheurs, l'importance des maladies génétiques, alors bien délaissées avant le premier Téléthon. Mais ce n'est pas seulement, ou peut-être même pas principalement, que les associations de patients et familles, les petites et les grandes, jouent un rôle important en recherche sur les maladies génétiques. Je vais citer quelques exemples, dont certains personnels. En 1987, j'ai été contacté sur le conseil de François Gros par le conseil médical d'une petite association de patients qui est représentée ici, l'Association française Ataxie de Friedreich, ou AFAF. Et c'est à la suite de ce contact que mon laboratoire a initié
les recherches sur l'identification du gène impliqué, avec l'apport enthousiaste de la FAF, notamment pour le recrutement de familles qui étaient nécessaires pour l'étude génétique, et ensuite par des soutiens significatifs à notre laboratoire et à bien d'autres. Et c'est comme ça que nous avons pu identifier le gène en 1996, analyser avec Michel Koenig et Hélène Puccio les mécanismes physiopathologiques. Et le docteur Hélène Puccio a récemment développé des approches de thérapie génique préclinique aux résultats spectaculaires, créé une start-up internationale et prépare un essai clinique, tout en restant en contact étroit avec la FAF et la puissante association homologue aux USA, FARA. Donc ça montre ce qu'une petite association, mais très motivée, a pu générer un projet qui se continue à Strasbourg, dans notre institut, de manière très importante, 30 ans après. Un autre exemple, c'est le rôle que les associations peuvent jouer dans les essais cliniques, non seulement en faisant, j'allais dire, la publicité pour qu'il puisse y avoir des malades recrutés, mais en aidant à leur organisation pratique dans des cas particulièrement complexes. Dans mon domaine, c'est le cas de pathologie neurodéveloppementale, cas d'essais cliniques sur le syndrome du X fragile, ou récemment rappelé par Madame Karen Ayash aux rencontres maladies rares organisées par la Fondation Maladies Rares, pour un essai clinique de maladie de Sanfilippo, parce que c'est des pathologies où les aspects comportementaux, les aspects des patients rendent encore plus difficile l'essai clinique que, je dirais, avec d'autres patients. Madame Ayash avait aussi souligné l'importance, et je suis tout à fait convaincu, aussi que ces associations doivent jouer pour essayer de définir les critères d'évaluation de ces essais cliniques pour qu'ils soient vraiment pertinents pour des paramètres qui soient susceptibles d'améliorer réellement la qualité de vie pour les malades et les aidants familiaux. Un autre exemple, dans le cas de la mucoviscidose, on va en entendre parler, mais c'est un exemple hollandais, où l'association des Pays-Bas a suggéré une étude des sujets et critères d'étude pour une évaluation des centres de référence de prise en charge de la mucoviscidose en Hollande, et ceci a permis de mettre en évidence des différences très notables dans la qualité de prise en charge entre différents centres, et donc de pouvoir ensuite homogénéiser ces aspects. Alors, je m'intéresse à l'heure actuelle, beaucoup plus particulièrement, aux 700 maladies rares associées à des déficiences intellectuelles. Et 700 maladies, ça fait beaucoup. Et comment, pour chacune d'entre elles, connaître le phénotype et sa variabilité, les comorbidités, l'histoire naturelle, les éventuelles réactions adverses à des traitements symptomatiques. Il n'y a pas assez de médecins motivés pour le faire, pour 700 maladies. Donc chacune est souvent très rare. Et puis, il n'y a pas non plus de financement pour pouvoir créer des cohortes internationales, les suivre. Et c'est pour ça que j'ai initié un projet qui est maintenant très bien avancé, de médecine participative, où il y a une base de données internationale, donc en 5 langues pour le moment, où c'est les parents des patients atteints de déficience intellectuelle de cause génétique qui vont renseigner, avec un questionnaire structuré, sur les problèmes médicaux, les problèmes de vie, les problèmes de comportement. Et ceci, effectivement, je pense, va permettre de répondre à la question. Alors, je dois dire que les structures officielles n'ont pas réagi très facilement pour pouvoir donner les moyens pour initier ce projet, mais enfin, finalement, on a pu l'initier. Et enfin, exemple très décrié en France, celui de 23andMe, mais que je souhaite citer, parce que cet exemple, donc, qui est très décrié, mais dont les collaborations avec les universités internationales les plus prestigieuses et des compagnies pharmaceutiques majeures montrent que plus d'1 million de clients de cette firme
tests génétiques direct to consumer, ont montré leur intérêt pour pouvoir participer au progrès des recherches sur les maladies en donnant des informations sur leur santé pour corréler avec l'analyse génétique. Et ceci contribue de manière très importante à la connaissance des facteurs génétiques de risque pour les maladies communes. Voilà, et je suis très intéressé de pouvoir entendre le reste des contributeurs. Merci beaucoup, Monsieur Mandel, pour ce panorama dans le domaine des maladies rares. Et on va poursuivre avec Alain-Jacques Valeron, membre de l'Académie des sciences et professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie. Merci. Bien, moi aussi, je suis très heureux de participer à cette réunion comme académicien, parce que je crois très fort à la recherche participative dans tous les domaines. Et évidemment, celui de la santé est un domaine pilote. Et puis, parce que je suis un ancien directeur d'unité INSERM, chercheur INSERM encore. Mais mon problème maintenant, c'est d'arriver à dire quelque chose d'intéressant après les orateurs précédents, qui ont tout de même bien montré à la fois avec François Houllier, par exemple, tout ce que représentait la recherche participative, et puis avec les autres orateurs, en particulier, ce qu'elle représentait en santé. Alors, en écoutant Jean-Louis Mandel est un spécialiste, il l'a dit, des maladies rares, et moi, je vais parler un peu de mon expérience. Mon expérience de recherche, c'est dans le domaine des maladies infectieuses, c'est là où j'ai dirigé des unités INSERM, et maintenant dans le domaine des maladies complexes, comme le diabète de type 1. Donc, c'est un exposé un peu complémentaire, puisque, en effet, par exemple, le rôle de la génétique n'est pas le même dans les maladies complexes, par exemple, comme le diabète de type 1, les facteurs environnementaux représentent peut-être 50% de la causalité, mais enfin une partie importante de la causalité. Ce n'est pas donc tout à fait la même chose. Alors évidemment, quand on parle de maladies infectieuses, on se dit que c'est assez loin de la recherche participative. Eh bien, je voudrais juste témoigner de mon expérience personnelle pour dire que ce n'est pas vrai. Une expérience qui m'a beaucoup frappé, c'est celle du sida. Au début du sida, j'ai eu une tâche difficile de mettre en place ce qu'on a appelé le centre coopérateur de données sur l'épidémiologie de l'immunodéficience humaine. L'idée était simple, c'est qu'il fallait, pour faire progresser la recherche médicale sur cette maladie qui était émergente, rassembler toutes les données de façon coopérative, faire un suivi longitudinal des patients, et avec tous les problèmes de confidentialité, etc., dont Pierre Corvol a parlé. Eh bien, ça n'est pas du tout facile à mettre en place. Les différentes disciplines scientifiques impliquées, les différents hôpitaux impliqués, les différentes administrations impliquées n'étaient pas des accélérateurs d'une telle démarche. Tous avaient des problèmes limitants, très difficiles à mettre en place. Et si ce projet s'est mis en place, c'est vraiment grâce aux associations de malades. Je peux dire que sans ces associations de malades, les choses ne seraient pas faites, aussi vite. C'est elles qui ont dit, il faut avoir ces informations, on va étudier les garanties données aux malades sur leur confidentialité, etc., mais il nous faut ces informations. C'est eux qui ont été pilotes. Alors, une autre expérience que j'ai, dans une autre unité INSERM dont je me suis occupé, c'est ce qu'on appelle le réseau Sentinelle de surveillance de la grippe. Alors, le réseau Sentinelle de surveillance de la grippe, il est fait sur un autre système de recherche participative, puisque c'est des médecins sentinelles qui collectent des informations. Donc, la recherche participative ne se fait pas avec les patients, là, elle se fait avec leurs médecins. C'est un peu hors sujet, on pourrait penser, mais en réalité, quand on regarde les tendances actuelles sont, pour la surveillance des maladies infectieuses, de plus en plus reposées sur les malades eux-mêmes. L'idée est en particulier, et ça a été déjà évoqué en particulier par Pierre Corvol, l'idée est que, par exemple, à travers les réseaux sociaux, à travers les objets connectés à Internet, on recueille continuellement un grand nombre d'informations, et donc que soit des volontaires, soit des personnes de la population tout venant, mais surtout avec des volontaires qui sont plus en avant, plus sentinelles de ce qui se passe, on va recueillir de nouvelles informations qui vont permettre non seulement de faire de la surveillance des maladies transmissibles fréquentes, la grippe, etc., mais même de faire un jour de l'alerte sur une maladie émergente ou réémergente.
C'est tellement vrai que la semaine dernière, l'Université de Genève lançait un grand projet de recherche sur la santé publique de précision, avec l'idée que justement, y compris en Afrique, où les smartphones et les outils digitaux se répandent bien plus qu'on ne peut l'imaginer, on arrivera à avoir, grâce en somme à des détecteurs qui sont la population eux-mêmes, on arrivera à avoir des informations qu'on ne pouvait pas avoir avec la même rapidité, avec la même précision. Et pourquoi cette démarche de recherche participative est si importante, y compris en Afrique? C'est parce que justement, les gens n'ont plus tellement envie que ceux qui surveillent l'émergence, la réémergence de maladies viennent forcément de l'extérieur. Ils pensent vraiment qu'eux auront les données, qui sont des fois tout à fait inattendues, pour fournir ces informations. Je voudrais dire aussi que, je vais revenir aux maladies complexes. En fait, bien entendu, on ne peut pas travailler qu'avec les malades, parce que, y compris pour étudier les maladies, il faut aussi avoir des recherches qui se font dans la population générale, dans la population qui n'est pas malade. L'épidémiologie, les grands résultats de l'épidémiologie ont été acquis grâce à cette démarche participative acquise au sein de populations bien portantes, mais qui ont permis en particulier d'identifier les facteurs de risque majeurs des très grandes maladies. Alors, je pense qu'un exemple historique formidable, c'est celui que vous lisez, dont vous lisez la conséquence tous les jours sur les paquets de cigarettes. Le tabac tue, le tabac cause le cancer des bronches. Eh bien, ce résultat-là, il a été acquis par 40 000 médecins volontaires dans les années en 1950, qui ont accepté de collecter toutes les informations, non seulement sur leurs habitudes tabagiques, mais ensuite sur leurs événements de santé. C'est une cohorte qui existe encore, la cohorte des médecins anglais. C'est à nouveau des médecins, ce n'est pas de la population générale, vous allez me dire. Mais cette cohorte a fourni vraiment des résultats extrêmement importants. Dans des communautés, d'autres communautés, je pense à la ville de Framingham aux États-Unis, eh bien, on a découvert, grâce à l'engagement de cette communauté, les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Les femmes, il y a une étude qui s'appelle la 1 Million Women Study, 1 million de femmes aux États-Unis qui ont réussi à se constituer en ce groupe immense pour finalement apporter aussi des résultats très importants, comme les risques de cancer liés à l'utilisation d'hormones substitutives de la ménopause, dont vous avez bien entendu parler il y a quelques années. Le président Obama, pour finir, le président Obama a lancé son mot, cette expression qui a vraiment fait mouche, qui est la precision medicine. Eh bien, la precision médecine, quand il a lancé cette expression, il n'a pas juste lancé cette expression. Il a annoncé que ça ne marcherait qu'avec la création d'une cohorte d'1 million d'Américains volontaires, engagés, qui collecteraient leurs données comportementales et environnementales, et pour ça, il faut être volontaire, il faut même comprendre quel est son environnement. Vraiment, il faut être participant et qui, bien sûr, fournirait, comme l'expliquait Jean-Louis Mandel il y a une minute, fournirait l'information génétique qui permettrait d'avoir vraiment une vision gène-environnement de ces maladies complexes. Quelques cohortes comme ça se mettent en place en France et Jean-Louis Mandel l'a précisé. Donc, voilà l'expérience que je voulais vous communiquer, qui, je pense, vous convaincra en tout cas de ma foi dans la démarche participative au service de l'épidémiologie et donc de la recherche médicale. Merci beaucoup, monsieur. Commençons tout de suite donc, notre table ronde avec Paola De Carli, donc notre table ronde intitulée « Malades, usagers et acteurs de la recherche participative ». Paola De Carli, vous êtes biologiste et directrice scientifique de l'association Vaincre la mucoviscidose. Et bien heureusement, les personnes malades de la mucoviscidose vont mieux. C'est-à-dire au cours des années passées, leur état de santé s'est assez grandement amélioré, mais du coup les problématiques ont changé, et notamment dans votre lien avec la recherche, et vous allez nous dire en 3 minutes de quelle manière.
un défi à relever. Oui, la mucoviscidose est vraiment une maladie emblématique aujourd'hui des changements sociétals, du changement sociétal qui mène à l'implication des patients. Bien entendu, il y a des antécédents dans d'autres pathologies, comme le VIH, on en parlera plus tard. Mais aujourd'hui, il y a des grands changements qui sont en train de se passer dans la mucoviscidose. Jusqu'il y a quelques années, c'était une maladie pédiatrique. Aujourd'hui, grâce aux avancées de la recherche, plus de la moitié des patients sont adultes. Et donc, les problématiques changent, les patients vont mieux et ils s'impliquent dans la recherche à tous les niveaux en identifiant, en contribuant à l'identification des priorités de la recherche, à tous les niveaux, pas uniquement dans la collecte de données, mais aussi pour pousser la recherche fondamentale, la recherche clinique et développer les sciences humaines et sociales. En particulier, il y a un exemple fort de ces dernières années, celui du rôle de l'association dans la transplantation pulmonaire. L'association a joué un rôle dans toute la chaîne de la transplantation pulmonaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, la maladie amène à une détérioration du système respiratoire et donc la transplantation pulmonaire reste le dernier recours pour un certain nombre de patients. Donc l'association a poussé pendant des années toute la chaîne de la transplantation, que cela soit donc en amont sur la question du don d'organes, sur l'amélioration des techniques de chirurgie, mais aussi d'accès au greffon, et puis aussi dans la post-transplantation, l'association Vaincre la muco, en collaboration, là encore en partenariat fort avec l'association Grégory Le Marchal, a permis la mise en place d'une cohorte de suivi des patients transplantés. Donc tous les patients transplantés pulmonaires en France ont un suivi, et donc dans cette cohorte, 30% de patients sont atteints de mucoviscidose, et cela permet vraiment l'avancée aussi de la recherche fondamentale. Et puis, de nouvelles problématiques, vous le disiez, émergent et les patients les pointent parce que les patients vont mieux, ils vieillissent, heureusement, mais des pathologies comme le diabète, une forme de diabète tout à fait particulière à la mucoviscidose émergent et des recherches fondamentales et cliniques sont nécessaires pour avancer à ce niveau-là. Voilà. Parfait. J'ai l'impression, en vous écoutant, et notamment vous avez dit l'association a poussé toute la chaîne de la transplantation. J'ai l'impression que vous, Vaincre la mucoviscidose, vous voyez beaucoup votre action comme une sorte d'aiguillon de la recherche. Il s'agit d'aller vers les chercheurs et de leur dire voilà qui nous sommes, voilà quels sont nos besoins, voilà, et vous, comment est-ce qu'on fait? Cette chaîne de la transplantation, qu'en est-il? J'ai l'impression que vous avez vraiment un rôle extrêmement moteur de ce point de vue-là. Alors évidemment, il y a une alliance avec la recherche, mais vous pouvez confirmer ce rôle d'aiguillon? Tout à fait, tout à fait. Donc, nous avons des instances scientifiques au sein de l'association, des groupes de travail. Dans tous ces groupes et ces instances, les patients et les parents sont impliqués et nous donnent des indications, nous disent où aller, où sont les priorités, se prononcent sur ces priorités. Et cet échange est continu avec les chercheurs. On forme les jeunes chercheurs. Ça, c'est très important. De quelle manière et à quoi est-ce que vous les formez? Bon, déjà, on les soutient, c'est-à-dire on permet le fait de pouvoir faire des études et s'engager dans la recherche sur la mucoviscidose. Y compris financièrement? Tout à fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et puis, on les réunit. On les réunit autour de journées régulières, mais aussi de rencontres annuelles, mais aussi de journées thématiques sur des sujets qui sont choisis par nos groupes de réflexion dans lesquels sont impliqués les patients et les parents. Et donc, on les sensibilise à la réalité de la maladie dont il faut qu'ils tiennent compte lorsqu'ils travaillent à la paillasse. Alors, il y a ce rôle d'aiguillon, mais alors quel accueil est-ce que vous recevez de la part des chercheurs quand vous les stimulez comme ça? Oui, parfois c'est un choc. Oui, bien sûr, parce qu'ils ne réalisent pas la réalité de la maladie. Donc, rien que faire rencontrer des patients et des chercheurs, c'est très important. Dans le cas de la transplantation, vous avez expliqué
comment vous avez réussi à modifier ce circuit de la transplantation de poumons, hein, c'est de cela qu'il s'agit, et vous avez des résultats tout à fait impressionnants dans ce domaine-là, avec un nombre de transplantés très important. Oui, disons que la France est pionnière hein, dans la transplantation pulmonaire. Aujourd'hui, il y a une centaine de transplantations qui se font en France concernant rien que la mucoviscidose, transplantation pulmonaire. Chaque année. Chaque année, une centaine. Et il y a 10 ans, on en était à combien? Beaucoup moins, et en raison notamment de problèmes de disponibilité d'organes. Donc cette amélioration de l'accès au greffon a contribué largement. Sous votre impulsion, en partie? Certainement, certainement. D'accord. Bien entendu, c'était un travail collectif hein, dans lequel plusieurs associations et les institutions publiques ont été intégrées, mais les associations ont joué un rôle essentiel. Alors, il y a un autre sujet dont on peut parler, c'est ce que vous appelez les organoïdes. Ça, c'est un peu pour l'avenir, hein, oui. D'une certaine manière. L'avenir qui est aujourd'hui. Hein, Donc, il s'agit de recréer des organes, d'une certaine manière, hein, artificiels, si je puis dire, à partir de cellules de patients. Et l'idée, c'est de pouvoir tester des molécules, parce qu'on n'aura jamais les cohortes dont la science a habituellement besoin pour tester des molécules, faire des essais cliniques, randomisés, en double aveugle, avec beaucoup de monde, parce que justement, il y a peu de malades concernés. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Comment on teste des molécules? Eh bien, avec justement ce que vous appelez des organoïdes. Alors, quelle est votre action pour développer cette recherche-là? Alors, juste quelques précisions dans le contexte. Donc, je vous ai dit, la mucoviscidose est une maladie très complexe parce qu'elle est génétique, mais il y a plus de 2000 mutations qui causent la maladie. Donc, aujourd'hui, il y a eu des avancées incroyables au niveau des traitements personnalisés, qu'on appelle personnalisés, qui ont été développés. Mais ces médicaments s'adressent à une partie uniquement de la population atteinte de mucoviscidose, c'est-à-dire aux mutations les plus fréquentes qui causent la mucoviscidose. Au dernier congrès américain, on a donné ces résultats qui sont extraordinaires et qui vont mener très probablement d'ici 2020 à proposer un traitement qui rétablit le fonctionnement de la protéine responsable de la maladie, mais cela concernera grosso modo 90% des patients. Et le reste, ce 10%. Excusez-moi, qu'on pourra considérer comme guéri? Non. Ah non. Non. D'accord. Qu'est-ce que donc voilà, on rétablit un fonctionnement normal avec un traitement dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, voilà, c'est ça, d'accord. Donc c'est un objectif partiel, mais c'est un objectif qui sera atteint pour 90% de la population. Les autres, cet autre 10%, qu'en est-il? Il s'agit de mutations ultra rares, parfois moins de 50 patients dans le monde, parfois un seul patient dans le monde. C'est clair qu'il faut imaginer, réfléchir à une recherche clinique complètement différente, innover, et donc bien entendu, cette innovation est déjà en marche et les associations y contribuent parce qu'ils poussent beaucoup à l'innovation dans ce domaine. À chaque fois qu'il y a un résultat de recherche clinique sur des mutations qui sont les plus communes, et nous on en parle au niveau de l'association, à chaque fois nous avons des messages, des appels de parents ou de patients qui nous disent « c'est super, et nous ?» Donc, vous voyez, c'est un moteur hyper fort, et donc nous, on est à tous les niveaux, dans toutes les instances, nationales ou européennes, internationales, on est là pour pointer ces besoins, pour ne laisser... N'oublier personne, laisser personne sur le bord de la route. Et donc les organoïdes, donc c'est un outil extraordinaire, c'est un outil extraordinaire qui est en pleine expansion. En effet, c'est des mini-organes qui sont constitués... Donc vous financez des recherches là-dessus pour les développer, des recherches, pour créer cette nouvelle méthode? Tout à fait, on finance des recherches au niveau national et on pousse surtout des collaborations internationales. Récemment, il y a donc un projet international qui a été financé par la communauté européenne, qui est porté par plusieurs pays et par les associations, de toute l'Europe. Absolument. On pousse, vous avez utilisé ce terme-là, on pousse. On va continuer avec Bertrand Dalpas et Valérie Ruelland. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Alors Bertrand Dalpas, vous êtes... Ah ben voilà, applaudissements spontanés.
Bertrand Dalpas, vous êtes médecin. Alors, normalement, on applaudit quand c'est terminé, mais on va encore entendre Paola De Carli avec vos questions. Si vous avez envie, évidemment, vous allez pouvoir discuter avec elle dans quelques instants. Bertrand Dalpas, donc médecin au service addictologie du CHU de Nîmes, où vous animez la recherche clinique et vous animez le groupe de travail INSERM Alcool depuis sa création. C'était il y a 11 ans. Et puis à votre côté, Valérie Ruelland est là également. Merci beaucoup. Vous êtes la présidente des Amis de la Santé et membre du groupe INSERM Alcool depuis 5 ans. Alors ce groupe INSERM Alcool, créé donc il y a 11 ans, c'était un pari assez audacieux à l'origine. J'ai l'impression aujourd'hui un pari gagné, Bertrand Dalpas, avec la participation de 9 associations d'aide aux personnes en difficulté avec l'alcool. 3 minutes. Oui, tout à fait. D'abord, c'était une aventure, parce que d'un côté, je dirais, c'était la rencontre de deux mondes, l'un que je vais appeler l'infiniment grand et l'autre l'infiniment petit. L'infiniment grand, c'est la pathologie alcoolique, avec plus de 3 millions de décès par an dans le monde, plus de 6% de la mortalité dans le monde, et de l'autre côté, la recherche sur l'alcool, la recherche sur les addictions, je dirais, plutôt d'une manière générale, qui est particulièrement peu intense, que ce soit en France ou dans les autres pays. Pourquoi ? Parce que en fait, l'addiction, ce n'est pas considéré réellement comme une maladie. L'addiction à un produit, l'addiction à l'alcool, c'est une question de morale, c'est une question de volonté, c'est une question de contrôle de comportement. Et les programmes qui sont mis en place et les conseils qui sont mis en place d'ailleurs par l'OMS concernent, je dirais, la réduction de la consommation, la réglementation, donc à l'accès donc aux produits et effectivement au dépistage, je dirais, des consommations abusives. Mais en ce qui concerne la recherche fondamentale, il n'y a pas grand-chose. Alors que, je dirais, il y a une indiscutable inégalité entre les individus dans la vulnérabilité donc par rapport à l'addiction. Et puis l'addiction aussi, ça a des composantes neuro-psychobiologiques qui sont maintenant, je dirais, bien établies. Donc faire rencontrer ces deux mondes, les associations qui d'ailleurs, je dirais, sont largement antérieures, je dirais, donc, à la recherche dans le domaine, puisque les associations de patients en France, la première association qui était Croix d'Or, c'est 1910, qui a été suivie ensuite par Croix Bleue, si mes souvenirs sont bons, en 1922. Or, je dirais, donc, les préoccupations des chercheurs sur la pathologie alcoolique, je dirais, sont beaucoup plus récentes. Et en plus, je dirais, la recherche, c'est très mystérieux pour les associations de patients, surtout ceux qui souffrent d'une pathologie qui est considérée comme honteuse et qui se cache. Et donc les chercheurs, c'est le mystère, c'est des protocoles, c'est des cobayes. Et donc la rencontre, ça a été un peu complexe parce qu'on se regardait l'un et l'autre. Alors j'avais l'avantage, moi en tant que chercheur INSERM... C'est vous qui êtes allé vers eux. Oui, je suis allé vers eux, donc à l'initiative de la mission association. Mais moi je les connaissais déjà parce qu'en tant que médecin... Donc avant d'entrer à l'INSERM, j'étais clinicien, je le suis toujours. Mais en 1980, je suis allé les chercher, les associations, pour leur dire, voilà, moi je m'occupe de pathologie alcoolique en milieu hospitalier, venez m'aider parce que vous avez des messages à délivrer, vous connaissez la maladie mieux que moi. Alors j'ai l'impression qu'effectivement, on est dans un cas de figure qui est complètement différent de celui de la mucoviscidose, où on a des associations qui vont voir les chercheurs, et là ce sont les chercheurs qui vont voir les associations. Tout à fait, parce que la maladie alcoolique et les patients en difficulté avec l'alcool, on les voit peu. Dans les structures de soins, j'appelle ça, la durée de vie moyenne d'un patient dans une structure de soins, c'est de l'ordre de 3 mois. Or, la pathologie alcoolique, c'est une pathologie chronique qui s'étale, je dirais, sur toute la vie. Et donc, avec ces difficultés, ces rechutes, les difficultés, je dirais, qui sont liées à la personne, à ses trajectoires de vie et aussi toutes les pathologies associées. Et nous, on voit ça, je dirais, donc on a seulement un petit point de vue, on ajoute une focale qui est extrêmement longue, alors qu'il faudrait un grand angle. Et donc, avec les associations de patients, c'est là où on peut réellement travailler sur l'ensemble de la trajectoire de la maladie. Donc, on s'est rencontrés, on a posé chacun de notre côté, je dirais, donc, non pas les conditions de travail, mais la façon dont on voulait travailler, tout ça dans la plus stricte parité. J'insiste sur ce point-là. Un groupe avec les associations, ça fonctionne de manière horizontale. Il n'y a pas de hiérarchie et il n'y a pas de dominance. Et ainsi, moi, j'ai pu leur faire comprendre qu'ils avaient besoin de la recherche, tout comme nous, on avait besoin d'eux,
parce que derrière le fait de leur besoin de régler en quelque sorte, excusez-moi, leur problème avec l'alcool, on pouvait leur apporter, donc la recherche pouvait leur apporter donc, des bénéfices. Alors, est-ce qu'on peut donner des exemples justement de ce à quoi vous avez abouti? Tout à fait. Si vous faites de la recherche communautaire. C'est quoi la différence entre la recherche communautaire et la recherche participative? Oui, c'est la recherche participative dans le sens où, pour que, je dirais, la mayonnaise prenne, il fallait leur donner voix. Et la voix, donc, dans ce groupe, c'était de leur dire, et c'est là où j'ai joué sur ma double casquette, je leur dis, je vous connais, je sais que vous êtes efficace dans l'aide que vous apportez aux patients, mais en tant que chercheur, vous ne m'avez pas démontré que vous l'êtes. Donc travaillons ensemble pour monter un protocole qui fera en sorte qu'on pourra démontrer qu'il se passe quelque chose quand les personnes adhèrent au mouvement d'entraide. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on a fait. Des groupes de personnes concernées par la maladie et qu'elles s'aident et qu'elles se soutiennent. Et vous avez réussi à démontrer ça? C'était important, j'imagine, pour elle-même, important pour les chercheurs, important de le démontrer à la société en général. Exactement. Ça a été complexe, parce que donc il a fallu travailler ensemble sur un protocole. L'autre difficulté, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il a fallu trouver un financement. Je dirais à l'inverse de ce que vous dites, Madame de Carly, les mouvements d'entraide aux personnes en difficulté avec l'alcool n'ont pas d'argent. Alcooliques Anonymes, Croix Bleue, Croix d'Or, Alpha Alcool Assistance, Vie Libre, ne peuvent pas participer financièrement. Et là, on est confronté à des difficultés majeures, puisque l'addiction n'étant pas reconnue comme une discipline à part entière, dans les appels d'offres, on a de grosses difficultés à trouver des financements. Oui. Et je voudrais ici remercier la mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives, qui nous a soutenus, je dirais à la fois sur le plan moral, et aussi sur le plan financier, et sans laquelle on n'aurait pas pu aboutir. Et je termine en disant que ces travaux ont abouti à des publications dans des bonnes revues anglo-saxonnes, et je crois qu'il faut s'en féliciter, parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que je dis donc aux associations qui participent au groupe, il faut montrer ça, il faut montrer que vous existez, il faut montrer que vous pouvez participer, il faut montrer que vous êtes efficace, et ça, c'en est la preuve. Alors, à votre côté, Valérie Ruelland, merci beaucoup d'être avec nous, madame. Et donc, vous avez adhéré, si je puis dire, à ce groupe INSERM depuis 5 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, à vous dire, voilà, ma place, j'ai une place ici? J'avais un mentor dans mon association qui était convaincu déjà et convaincant, donc il a commencé à y travailler et j'ai pris la suite. Alors, Madame de Carly a utilisé le mot pousser, pousser, il faut pousser, il faut pousser. Et on a Bertrand Nalpas qui dit il faut montrer qui vous êtes, n'ayez pas peur, etc. Vous avez l'impression que vous, dans cette pathologie, il y avait ce besoin de se montrer d'une certaine manière et que cette participation à la recherche vous a aidé? Comme Bertrand disait, c'est vrai que nous remontons assez loin et nous avons toujours eu l'habitude de faire du travail de terrain. Surtout d'une maladie jugée comme un vice ou que c'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait rendre public. Et c'est vrai que ce travail de fourmi qu'on fournit à tous les jours, 24 heures sur 24, ne nous a peut-être pas habitués à prouver Et c'est vrai que maintenant, pour tout ce qui est effectivement financement, on a besoin de se montrer et de prouver ce que l'on fait. Et la recherche vous y aide? Le fait de participer à des travaux de recherche? Clairement, on a fait aussi des études, on y a participé activement, nous. Et c'est vrai qu'une étude à laquelle je pense, c'est celle des valeurs interpersonnelles, a montré qu'effectivement, on était efficient. Et donc, c'est toujours valorisant d'avoir enfin des études qui montrent qu'on peut être efficace. On peut être persuadé de quelque chose, mais je pense qu'il est bon de le montrer. Le démontrer même, oui. Alors il y a même un travail, je crois, qui est prévu ou qui a commencé sur le syndrome d'alcoolisation fœtale et les troubles liés. Alors j'ai appris qu'en fait, il y a 8000 enfants qui naissent handicapés chaque année en raison de ce syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc c'est quand même un
vrai problème. Et il y a une errance médicale. Qu'est-ce que vous pouvez faire, là, vous, en recherche participative autour d'un sujet comme celui-là? Alors, grâce à l'association Vivre avec le SAF, nous avons pu avoir une journée, puisque nous avons une journée rencontre tous les ans. La prochaine aura lieu le 14 décembre, pardon. Et donc l'année dernière, dans les deux thèmes abordés, il y avait le syndrome d'alcoolisation fœtale et les TCAF, les troubles liés à l'alcoolisation fœtale. Et c'est vrai qu'avec ce partenariat, nous avons découvert une facette qui, même chez nous, dans les associations, était peut-être mal connue. Donc, c'est toujours bien de favoriser ce partenariat pour apprendre toujours. Et c'est vrai qu'il y a des gros besoins. En quoi ça consiste, alors, ce travail de recherche? Alors, actuellement, les TCAF, j'utilise juste le trouble causé par l'alcoolisation fœtale, parce que là, je vais prendre tout mon temps sur la dénomination. Donc, sont très mal repérés au niveau de la France. Il y a très peu de médecins qualifiés. Et donc, on a des exemples de personnes, d'enfants qui ont été détectés, enfin reconnus souffrant de ce TCAF à 19 ans au Canada. Donc, c'est vrai que le travail actuel, ça va être de se former au mieux pour pouvoir informer les soignants dans toute la France. Vous formiez, vous, alors? Donc oui, avec des informations aux élèves, des futurs soignants, nous prenons un temps pour cela. Alors, vous m'avez dit une phrase que je trouvais très remarquable. Vous m'avez dit « la recherche participative nous valorise ». Oui, oui, parce que c'est vrai que les associations partent, les membres des associations partent de leur expérience et vont vers la connaissance. Et nous rencontrons des gens qui ont la connaissance et qui sont intéressés par notre expérience. Donc forcément, cette rencontre est privilégiée. Privilégié, d'accord. Alors on a eu 3 témoignages, ensuite on va être plus dans l'analyse avec nos 2 prochains intervenants. Est-ce que, moi j'ai envie de vous ouvrir le micro tout de suite, si vous avez envie de discuter avec ces 3 intervenants, ou même ceux qui n'ont même pas encore pris la parole, qui sont évidemment ouverts à la discussion, si vous avez envie de donner votre témoignage, surtout il ne faut pas hésiter. Et si vous n'avez pas de micro devant vous, on peut vous en apporter un, donc vous voyez, tout est bien fait. Alors excusez-moi, nous avons... Il y a une personne qui demande le micro ici aussi. Alors, on va commencer avec monsieur, parce que vous avez un micro, et là, j'ai monsieur qui n'en a pas. Ah, bah alors, on vous en donne un. Alors, oui, attendez, bonjour. Attendez, monsieur, attendez. On va donner d'abord la parole à monsieur. Allez-y, vous en prie. Bonjour, Georges-Alexandre Imbert, je suis président d'une association. J'ai 2 questions. Une question qui est déjà un petit peu personnelle au niveau de l'addictologie à l'alcool. J'ai dans mon immeuble un médecin qui est retraité, ou peut-être pas retraité d'ailleurs, qui travaillait au Val-de-Grâce. Et je le retrouve très souvent dans mon garage, enfin dans le garage qui se trouve porte de Saint-Cloud, alcoolisé, mais comme ce n'est pas possible. Le pauvre type tient à peine debout, et de temps en temps, je le ramasse devant l'entrée de l'immeuble en sang, parce qu'évidemment il chute, tombé, ouais. Et c'est vraiment un gros problème. Alors, sa femme est charmante, elle est dans le déni complet, à mon avis, elle ne veut même pas savoir. Les voisins, bon, ne s'en inquiètent pas vraiment, la concierge dit « ah bah oui ». Et moi, je me pose la question quand même c'est une non-assistance à personne en danger, je ne sais pas quoi faire. Et vraiment, voilà. Alors ça, c'est ma première question. Oui. Alors, on va la prendre tout de suite. C'est une question un petit peu annexe par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Néanmoins, on fait de la recherche participative, on est là pour participer. Et voilà, donc Bertrand Dalpas, un petit conseil. Je crois que vous soulevez... La question, c'est la question du déni. Alors parlez bien dans le micro, monsieur. Vous êtes obligé de montrer votre dos à monsieur parce qu'il faut parler dans le micro. Excusez-moi de vous tourner le dos. Donc non, c'est typiquement du déni. Donc personne ne veut voir. Donc personne, c'est un petit peu comme ça pourrait être quelqu'un aussi dans la rue et qui s'alcoolise parce que donc des personnes sans domicile fixe, voilà, s'alcoolisent et on n'intervient pas. On est dans le déni à cause de la honte entre guillemets associée à la maladie. Largement ici. Largement alors, ici. on va prendre peut-être la deuxième question de monsieur, voilà, parce qu'on va avancer. Il y a beaucoup de personnes qui demandent la parole. Ma deuxième question, c'est plutôt une réflexion. Je m'occupe également de l'addiction aux tranquillisants et aux somnifères, parce que, en ce qui concerne l'alcool, on n'a pas besoin d'aller chez Nicolas avec une ordonnance, tandis que pour les tranquillisants, les somnifères, c'est quand même sur recommandation médicale. Et il y a une dizaine d'années, l'INSERM avait entrepris une recherche sur ce problème d'addiction
aux tranquillisants, somnifères, benzodiazépines. Voilà. Et malheureusement, l'étude s'est arrêtée quand même. Donc, elle s'arrête sur pression politique. Il faut quand même voir la chose telle qu'elle est. Donc, que faire? Il faudrait quand même avancer un petit peu. Nous avons 200 000 tentatives de suicide chaque année en France, avec un nombre effrayant d'actes criminels et de suicides réussis. Et personne ne se pose la question de savoir qu'est-ce que ces personnes avaient avalé avant. Donc, avant de passer à l'acte par tout moyen d'autolyse. Donc, il faudrait quand même faire des recherches un peu... répondre d'un mot à... Moi, je pense que vous faites appel à l'expertise collective sur les abus de médicaments. Je ne sais pas si c'est... L'INSERM, à ce moment-là, intervient et fait des recommandations. Ce n'est pas... Ensuite, les recommandations devraient être suivies des faits, mais est-ce que c'est à l'INSERM de prendre les décisions? Je ne le pense pas. Enfin, je ne suis peut-être pas le mieux à même pour répondre. Madame de Carly. Oui, j'essaie d'apporter une réponse à votre question, parce que les associations ont un rôle très important à jouer dans le suivi de ce type d'études qui intéressent particulièrement les éventuels bénéficiaires. C'est très important que non seulement que ces études arrivent à terme, qu'elles produisent de la connaissance, mais que cette connaissance soit traduite en application pour les patients et les familles. Donc le fait d'impliquer les associations dès le départ, dès la conception de ces études, est une garantie pour que celle-ci arrive jusqu'au bout. Aille jusqu'au bout, d'accord. Monsieur, avant qu'on écoute Pierre-Benoît Joly, j'ai oublié de vous... Attendez, 30 secondes. J'ai oublié de vous préciser qu'une alerte avait été acceptée par la HAS. D'accord, merci monsieur. Oui, bonjour. Je suis Jacques Costil, Association française pour la recherche tuberculose 2021. Mais je vais faire une... comment dirais-je sur le plan familial, on a vécu l'alcoolologie. Que ce soit mon père et mes 5... et moi et 4 autres frères, c'est-à-dire à 6, on a dû passer par la phase de désintoxication. Et on s'en est sorti. Moi, je suis sorti en 1985, donc depuis, j'en ai plus revu. Mais j'ai d'autres frères qui ont d'ailleurs chuté, qui ont repris cette cure et ils s'en ont sortis. Mais je me demande s'il n'y a pas un phénomène génétique. Parce qu'être 6 sur 10 à être passé par là, je pense qu'il y a un problème. Voilà. Alors, quand on parle de relations entre les associations de malades et les chercheurs, il est souvent question de génétique. C'était un vrai sujet. Est-ce qu'il y a des gènes de l'addiction? Tout à fait. Bon, alors aujourd'hui, on dit que dans les études d'épidémiologie génétique, on considère qu'il y a à peu près 50% de la variance donc, qui explique l'inégalité des individus donc, devant l'alcool serait liée... Attendez. Oui, alors, nous sommes inégaux devant les produits. C'est-à-dire que certains d'entre nous vont être plus vulnérables quand on prend de l'alcool, voire quand on prend du tabac, du cannabis ou de la cocaïne. On va avoir plus de fragilité, qu'on va plus facilement développer une addiction. Donc pour cela, alors, quelle est la part génétique de cette fragilité? On estime par des études d'épidémiologie génétique que c'est à peu près de l'ordre de 50%. Donc ça joue un rôle important. Ça joue un rôle important, mais attention, il ne faut pas transformer la pathologie alcoolique en une maladie génétique. Là, ce serait une erreur. Il n'y a pas aujourd'hui de gène identifié qui explique la survenue d'une maladie alcoolique. On pense qu'il y a donc une espèce de mosaïque de gènes qui pourraient intervenir, d'ailleurs pas toujours les mêmes d'un individu sur l'autre. Et il n'y a pas donc... Et il y avait un article célèbre qui était publié en 1982 qui était « Born to drink ». Donc non, on ne naît pas pour boire. Donc à partir de là, dire que oui, effectivement, au même titre qu'il y a des personnes, et je prends toujours l'exemple, je veux dire, si par exemple, je dis à une femme, dans votre famille, il y a une femme, votre mère qui a un cancer du sein, attention, vous savez que vous avez plus de vulnérabilité. Donc on a exactement le même discours. Si chez vos ascendants, et surtout le père, donc, il y a un problème d'alcool, attention, vous êtes plus vulnérable. Ouais. Alors on va poursuivre avec Pierre-Benoît Joly. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur de recherche à l'INRA, à l'Institut national de la recherche agronomique bien sûr, et vous dirigez le LISIS, qui est le laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société. Et vous enseignez à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes aussi co-président de l'association pour l'Alliance Sciences Société. Alors, on a vu des exemples à l'instant, effectivement,
belle collaboration entre recherche et association de patients. Et on a envie de vous demander comment favoriser cette collaboration entre les chercheurs et les acteurs non professionnels. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très intimidé par le contexte. Je suis très, très heureux d'être ici dans ce lieu prestigieux pour débattre de ce sujet d'importance et avec une composition très hybride des panels et de l'auditoire. J'interviens en fait à deux titres, au titre de chercheur et au titre de coprésident d'une association pour l'Alliance Sciences-Société. Et je m'inspirerai des réflexions que nous avons dans le cadre de cette alliance. Bien évidemment, comme on le dit, pour danser le tango, il faut être deux. Donc la question en fait de l'intérêt des chercheurs pour ces recherches est une question qui est évidemment essentielle. Là-dessus, deux constats très rapides. Le premier, nous bénéficions grâce à l'INSERM d'une étude qui est très originale et très importante, l'étude Carnet qui a été conduite par Martine Mujner et ses collègues il y a quelques années. Carnet, C-A-I-R-N-E-T. Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Martine pourra nous le dire, mais en tout cas, plus de 400 chercheurs se sont exprimés sur leur pratique concernant les relations avec les associations et aussi sur leur opinion. Presque la moitié d'entre eux trouvent que la collaboration avec les associations de patients bénéficie à leur recherche. Simplement, un gros quart, en fait, se méfie de ces relations au titre principalement en fait, de la liberté de la recherche. Donc très majoritairement, on peut dire que les chercheurs qui ont été interrogés considèrent ces relations comme des relations qui sont bénéfiques pour leur recherche, avec différentes attitudes dont on pourrait discuter, mais peu importe. Donc ça, c'est un résultat qui est extrêmement important. Le second élément que je voulais apporter, et ça reprend un des éléments de la présentation de François Houlier, en fait, ces recherches, elles produisent des connaissances scientifiques. Et on peut trouver, effectivement, quand on interroge les grandes bases de données, on peut trouver des publications scientifiques. C'est ce qu'on a fait, en fait, dans le cadre de la mission de François. Et on a montré, en fait, qu'on a évidemment ce qu'on attend à voir, c'est-à-dire des publications qui sont liées qui s'appuient sur des données qui sont collectées par des citoyens, des amateurs. Il s'agit de la biodiversité, de l'environnement, etc. Mais il y a également deux groupes de recherche qui sont importants. La recherche communautaire, en fait, qui est extrêmement importante, et notamment en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, et évidemment très liée aux questions de santé. Et deuxièmement, la recherche-action participative, qui est très liée, en fait, au développement agricole. Donc ça produit de la connaissance scientifique. C'est ce qui est vraiment important. Alors à partir de là, comment on peut essayer de mieux de favoriser en fait l'investissement des chercheurs dans ce type de recherche? Il me semble qu'il y a 4 axes de réflexion. Alors je ne sais pas si je vais les développer tous, mais en tout cas le premier, c'est que la première condition, c'est que les chercheurs voient l'intérêt de ces recherches pour eux-mêmes. Et là, il y a à la fois une question de connaissance de ces pratiques, et la journée d'aujourd'hui est essentielle, effectivement, pour faire connaître ces pratiques et les faire reconnaître. Il y a deuxièmement une question de reconnaissance dans l'évaluation. Il faut se doter des critères qui permettent d'évaluer ces recherches. Et ce n'est pas simplement une question institutionnelle, en fait, c'est une question de normes de qualité dans les communautés. Et donc l'évolution sera lente parce qu'il y a beaucoup de travail. Parce qu'il faut le dire, en fait, la collaboration avec les associations, la collaboration avec les patients, la collaboration avec les acteurs de la société, ça prend du temps. Hein, c'est quelque chose, il est plus facile. Pendant ce temps-là, on ne publie pas. Voilà, il est plus facile. Et la publication, c'est le sang, si je puis dire, du chercheur. Oui, ce qu'il fait vivre. On est tous, effectivement, après notre facteur d'impact en tant que chercheur, notre H-index, et donc il faut pouvoir se dégager de cela. Et donc il est essentiel que les commissions d'évaluation prennent en compte les difficultés spécifiques qui sont liées à ces recherches. Voilà, ils l'interprètent correctement. Puis troisièmement, il faut des financements. Les chercheurs sont des individus qui ne sont pas
complètement altruiste, et donc la question des financements des recherches se pose. Le second point, en fait, sur lequel que je voulais évoquer, c'est que, en fait, ce type de recherche nécessite des compétences. Et donc, on ne fait pas de la recherche action participative, de la recherche collaborative, simplement parce qu'on l'a décidé. Ça pose des questions qui sont des questions qui ne sont pas simplement sociales, mais qui sont méthodologiques, qui sont épistémologiques, et il faut vraiment travailler là-dessus. Et donc, la formation des chercheurs à ces questions est un élément qui est très important. On en manque de cette formation? Les chercheurs manquent de cette formation? Est-ce que certains d'entre eux se lancent un peu armés de beaucoup d'enthousiasme, et puis finalement, c'est pour ça que c'est plus compliqué que ce qu'ils avaient imaginé? Je prendrai l'exemple de l'INRA, mon institution, où la délégation Sciences-Société a été créée il y a 2 ans à peu près, et on a eu la première école chercheur sur ces questions dans l'histoire de l'INRA il y a quelques mois. Alors peut-être l'INRA n'est pas l'institution la plus avancée, mais elle est assez représentative, et donc il y a une conscience aujourd'hui de ce que la montée en compétences des chercheurs concernant ces questions est quelque chose qui est absolument important. Le troisième axe peut-être, c'est en fait prévoir en fait dans les organismes de recherche, mais également les organismes de l'enseignement supérieur, parce que les universités évidemment ont tout leur rôle à jouer également, prévoir des espaces qui permettent d'accueillir des questions des associations ou des citoyens. Ça s'appelle boutique de sciences, ça s'appelle espace tous chercheurs, ça s'appelle... C'est à Marseille et à Nancy. Voilà, Marseille et Nancy qui ont lancé cela. Des boutiques de sciences, il y en a beaucoup en fait dans les différents pays européens, notamment aux Pays-Bas, mais il y a quelques expériences en France. Il y en avait une de longue date à l'ENS Cachan, il y en a une à l'Université de Lille, à l'Université de Lyon, il y a un espace à Grenoble. Donc ce sont des espaces qui sont très importants et qui permettent d'avoir des relations avec les acteurs de la société, les chercheurs et également les étudiants, et ce qui est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et donc il y a des espaces de ce type qui sont bien connus, comme l'Éprouvette à l'Université de Lausanne, où il se passe des choses extrêmement intéressantes du point de vue des interactions sciences-société. Et puis le quatrième peut-être aspect, c'est qu'il faut contribuer également au renforcement des capacités des partenaires. Poser des questions de recherche, c'est pas poser des problèmes qui sont au sens commun. Donc il y a une question de compétence des associations qui est extrêmement importante, et cette montée en compétence des associations, on le voit en fait avec les associations de patients. En fait, là on a vraiment des associations qui depuis très longtemps interagissent avec la recherche et sont montées en compétence. Ce n'est pas le cas de tous les domaines, et là il y a vraiment un gros effort à faire auquel évidemment les chercheurs et les enseignants peuvent et à mon avis doivent participer. Alors là, vous avez indiqué un peu quelles étaient les conditions du succès, hein, et on a besoin qu'il y ait 4 axes à travailler. Est-ce que vous pourriez nous dire aussi sur quoi, du coup, les collaborations peuvent parfois buter? Là, c'est la question de la réussite. Voilà, sur quoi est-ce que ça peut buter? Il n'y a pas un diagnostic unifié sur ce qui peut buter. De toute façon, enfin, la recherche est une activité risquée, c'est-à-dire que si on savait ce qu'on va trouver avant de faire la recherche, ce ne serait pas la peine de la faire. Donc là, on ajoute un aspect qui est un aspect relationnel, et donc on peut... C'est une dimension nouvelle, là. Oui, c'est une dimension nouvelle, mais et François Houllier tout à l'heure a pointé effectivement des risques qui sont spécifiques de cette relation. Je crois qu'il faut voir aussi pourquoi cette relation est importante et qu'est-ce que nous, en tant que chercheurs, en fait, nous avons à gagner à cela. Et donc, qu'est-ce qu'on a à gagner à cela quand on est chercheur? Parce que vous dites qu'il y a quand même un quart des chercheurs qui ne sont pas convaincus de l'intérêt. Alors, je pense que, en fait, moi, c'est mon expérience comme chercheur. J'ai fait beaucoup de recherches appliquées et impliquées. C'est qu'on peut tomber sur des questions qui sont vraiment intéressantes. Donc, les questions que posent les acteurs ne sont pas des questions, de mon point de vue, qui sont des questions qui sont tout à fait impertinentes. Et je pense que cette question de la construction de la pertinence de la recherche, la construction d'une capacité à répondre à des questions, c'est quelque chose qui est important. On pourrait dire, on a l'exemple de Louis Pasteur qui n'a fait que cela comme activité de chercheur. C'est-à-dire, quelle est la relation avec Pasteur? C'est-à-dire que Pasteur, il a à la fois produit des connaissances très fondamentales
et répondu à des grands problèmes, la fermentation alcoolique, les problèmes de maladies sur le verre à soie, etc. Donc Pasteur a... Concerné l'industrie du textile. Oui, et donc du coup, Pasteur est très intéressant parce que ça permet de se départir de cette idée que les recherches participatives ou les recherches impliquées seraient des recherches de seconde catégorie. Moi, je pense, et je le dis ici avec tout le respect que je dois à cette institution, mais la distinction, le partage net entre recherche fondamentale et recherche appliquée est éminemment problématique. Il me semble que la question, c'est plutôt celle de faire des recherches impliquées, c'est-à-dire des recherches qui ont une pertinence sociale. Et là, on peut poser des questions tout à fait fondamentales. Et toute l'histoire de la recherche sur les maladies rares, hein, et Jean-Louis Mandel, etc., l'illustre de magnifique façon. Je connaissais la recherche appliquée, maintenant je connais la recherche impliquée, celle qui a une pertinence sociale. Très bien. Yves Mathieu, à votre côté, vous co-dirigez avec Judith Ferrando une agence qui est l'agence Mission Publique. Et cette agence, c'est 10 personnes. Et vous êtes spécialisé dans ce que vous appelez la fabrique des politiques publiques. Donc vous allez contribuer à la création de politiques publiques en y incluant la participation citoyenne. Vous avez l'impression qu'effectivement, le citoyen aujourd'hui réclame de plus en plus à être impliqué, associé à cette construction des politiques publiques. 3 minutes. Bonjour. Il ne s'agit pas uniquement des politiques publiques, mais également des programmes de recherche. Ah oui, je vais en parler je les comprenais. Hein, dans quelques instants. Je ne dirais pas que c'est uniquement les citoyens qui sont plus demandeurs aujourd'hui. Je pense que la société aujourd'hui a besoin de plus de confiance, elle a besoin de plus de pertinence dans les programmes de recherche et les politiques publiques. Et les nouvelles méthodes qui sont en train d'être appliquées, dont on parle aujourd'hui, sont des réponses à ce besoin de confiance. Je viens ici pour vous parler d'un programme auquel j'ai eu la chance de participer, qui est un programme qui a été réalisé à la demande de la Commission européenne. La Commission européenne dépense sur une période de 6 ans 80 milliards d'euros à la recherche en Europe. Donc c'est le plus gros programme de recherche qu'on puisse imaginer. Et la Commission européenne s'est posé une question. Elle s'est dit, mais au fond, ce programme ressemblerait à quoi s'il avait été codéfini avec les citoyens? Et donc, en posant cette question, la Commission européenne ajoute une couche à ce qu'on a entendu ce matin, où on a entendu parler de recherche dans laquelle les citoyens, les associations participent, contribuent avec leur savoir sur des objets précis de recherche. Ici, la question posée par la Commission, c'est de dire quelles seraient les questions de recherche à l'agenda du programme européen et donc à l'agenda des équipes de recherche si ces questions de recherche étaient codéfinies avec les citoyens. Et donc on a mené une démarche avec une trentaine de partenaires au niveau européen pour essayer de répondre à cette question. Et c'est le programme de recherche Simulact. Donc en 3 minutes, je n'ai évidemment pas le temps de vous résumer tout ce qu'on a fait, mais ce qui était prouvé par ce programme, c'est qu'il est effectivement possible et utile d'associer le citoyen profane dans son expertise de non-expert, si je puis dire, dans la définition du programme de recherche lui-même, et pas uniquement d'être quelqu'un qui fournit, qui contribue à la recherche, mais qui contribue à la manière dont les questions sont posées. Et nous avons comme ça identifié 46 programmes possibles qui seraient codéfinis avec les citoyens. Et on a pu comparer ces 46 programmes avec le programme de la Commission européenne. Et on a pu voir quels étaient les angles morts de la recherche européenne aujourd'hui par rapport aux souhaits des citoyens. Quand je dis souhaits des citoyens, on n'a évidemment pas demandé aux citoyens quels sont les 3 programmes de recherche qui vous paraissent prioritaires aujourd'hui en Europe. Donc il faut des protocoles, c'est ce que vous disiez, Pierre-Benoît Joly, il faut des protocoles pour arriver à cela. Et on sent bien qu'aujourd'hui, le monde de la recherche... C'est pas juste un sondage. Là, ce n'est certainement pas un sondage. Il ne s'agit pas de faire du marketing de la recherche ici, et on n'applique pas des méthodes du milieu du XXe siècle à la recherche du XXIe siècle. Donc on est dans des protocoles d'implication qui sont... on en a impliqué une trentaine dans cette recherche, et c'est vrai que l'univers de la recherche aujourd'hui est sous-outillé en protocole pour créer cette recherche participative. Sous-outillé? Complètement sous-outillé, oui. C'est un domaine extrêmement récent. C'est vrai que le dialogue chercheur-association est sans doute, lui,
on citait des exemples, à peut-être 100 ans pour certains domaines, mais le fait d'imaginer des protocoles dans lesquels on crée cette horizontalité dont vous parliez, Bertrand Nalpa, tout à l'heure, cette horizontalité entre le non-sachant et le sachant. Horizontalité, ça veut dire l'égalité, hein, d'une certaine manière. Oui, on reconnaît, il n'y a pas une expertise qui vaut plus que l'autre. Donc ces protocoles, ils ont besoin de se structurer, de se constituer. Ils ont besoin d'être conçus, ils ont besoin d'être expérimentés, et ils ont besoin, c'est-à-dire qu'on sent bien aujourd'hui que par rapport à la réticence que certains chercheurs peuvent avoir, c'est que ce n'est pas par une recherche sur ces protocoles qu'on va y arriver, c'est en se jetant à l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'invite la communauté de recherche à expérimenter ces protocoles et en tirer des enseignements plutôt que d'en parler. Et c'est vraiment aujourd'hui un besoin. C'est vrai que vous le disiez, un des angles morts aujourd'hui dans la recherche, c'est que les chercheurs sont peu valorisés par rapport à cette question de la recherche participative, dans leur reconnaissance par les pairs notamment. Et il y a également peu de protocoles qui aujourd'hui sont expérimentés. Donc il y a comme ça, par exemple, il y a très peu de jurys citoyens associés à des programmes de recherche multiannuels. Ça, c'est un protocole. On peut très bien imaginer tirer au sort 30 citoyens profanes dans la population française et les inviter pendant 2 ans à mener une évaluation du programme de recherche en tant que citoyens. Ça, c'est un exemple de protocole. En étant formé, en étant impliqué, oui, etc. Oui, bien sûr. Ça, c'est des exemples de protocoles qui sont aujourd'hui très très peu utilisés et qui le deviennent de plus en plus dans les politiques publiques. Mais on pourrait très bien les... Et il ne s'agit pas de dire que les citoyens ont raison et les chercheurs n'ont pas raison. Il s'agit de nourrir la manière dont la recherche se fait par des regards différents. Ça, c'est très important. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a de l'incompétence au niveau des chercheurs et une compétence sacrée au niveau du citoyen. Il ne s'agit pas du tout de ça. Et donc, avec Simulact, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des angles morts, hein, comme vous le dites, des angles morts de la recherche, et notamment dans le domaine des sciences de l'éducation. Un certain nombre de citoyens sont arrivés à l'idée qu'effectivement, il faudrait investir là-dedans davantage que ne le fait la Commission. Et puis, dans le domaine de l'agriculture aussi, pour inventer, créer une nouvelle agriculture, plus respectueuse. Pour imaginer le programme de recherche européen du futur avec les citoyens, donc comme je disais, on n'aurait pas demandé quelles seraient pour vous les 3 recherches prioritaires à lancer aujourd'hui. On leur a simplement, on les a amenés à exprimer leur futur souhaité. Et qu'est-ce qui, dans ce futur souhaité, est pour eux prioritaire par rapport au vécu qu'ils ont aujourd'hui. Et ça vous surprendra sans doute pas, mais le premier sujet qui ressort, c'est apprendre la nature et vivre mieux avec la nature. Apprendre de la nature et vivre mieux avec la nature. Donc des exemples de programmes de recherche qui sont sortis de ce premier point, par exemple, touchent non seulement à la qualité de l'agriculture, mais aussi qu'est-ce qu'on peut apprendre dans notre système politique de la nature. Ce sont des questions de recherche qui ont été posées par les citoyens. Cette question n'est aujourd'hui absolument pas financée par la Commission européenne, mais c'est des exemples d'angle mort. Et sur les 23 sujets prioritaires qui sont sortis, 3 concernent la santé. Donc c'est évidemment primordial. La santé, vraiment, et ce qui est primordial dans la santé, c'est la création de systèmes de santé centrés sur l'individu, mettant en avant l'individu comme étant la ressource première de la santé. D'accord. Habituellement, on applaudit les intervenants à la fin de leur intervention. C'est vous qui avez inventé ça, hein, donc... mais c'est à vous. On a envie de vous entendre. Voilà, on a du temps, Monsieur Mandel. Et puis, alors courtement parce qu'on a envie beaucoup d'entendre des associations aussi. Voilà. Je crois qu'il y avait un exposé qui montrait que la part de recherche participative en Europe était moindre qu'aux USA ou au Canada. Et je ne sais pas s'il y a des statistiques pour la France, mais je pense qu'on ne doit pas être très brillant. La question, c'est que pour faire de la recherche, à un moment, il faut avoir des moyens. Pour faire une recherche qui n'est pas la recherche habituelle, il faut peut-être plus de temps. C'est quelquefois des projets plus à risque. Donc la question, est-ce que nos organismes financeurs, ceci est organisé par l'INSERM, mais est-ce que l'ANR ne pourrait pas encourager financièrement plus les recherches participatives
sur des évaluations de qualité, de projets, de qualité des participants. Mais je crois que quand même, il y a un moment, alors peut-être qu'aux États-Unis et au Canada, c'est les fondations caritatives qui sont quand même nettement plus riches qu'en France en général, qui sont impliquées. Mais je crois que la question de comment on mène ces recherches, à un moment, il faut des gens, et ces gens, il faut les payer, même si c'est participatif. Oui, merci pour la question. Donc je vais vous tourner le dos, puisque c'est le choix entre l'usage maintenant, voilà. Vous regardez ou parler dans le micro. Il paraît qu'il faut parler dans le micro. Donc très rapidement, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est essentiel et qui est actuellement en discussion. Il y a eu très peu en fait de programmes de recherche dédiés à ces questions, un peu au niveau européen, un peu au niveau des régions en fait. La région Île-de-France avait mis en place un programme PICRI qui a fait plusieurs régions ont financé ce type de recherche, mais avec les changements des exécutifs, ces programmes-là n'ont pas été maintenus. Si on veut effectivement que les chercheurs s'intéressent à ces questions, si on veut qu'il y ait une montée en compétences là-dessus, il faut absolument qu'il y ait des financements dédiés. Donc l'ALICE, en fait, l'association dont je parlais et que je co-préside, a présenté un livre blanc sur ces questions au Parlement, donc avec l'OPEX au mois de mars, et suite à cela, pour le DGRI, donc directeur général de la recherche et de l'innovation, Alain Beretz, nous a demandé de constituer un groupe de travail qui était présidé par François Houlier, et nous lui avons remis un ensemble de fiches de propositions, et l'une d'entre elles, c'est effectivement un programme de recherche sur ces questions à l'ANR. Alors on a pas mal de... Madame de Carly, mais rapidement, parce qu'on a plein de questions. Oui, je rebondis sur la question du temps. C'est vrai que les collaborations prennent du temps dans leur montage, mais elles peuvent vraiment faire gagner du temps dans la réalisation des projets, dans l'obtention de résultats. On en a vraiment des tonnes d'exemples en recherche clinique où il est très important d'impliquer les patients en amont. Et les firmes pharmaceutiques l'ont compris. Aujourd'hui, ils s'adressent de plus en plus en amont aux patients. Et tout récemment, il a été mis en place sur le modèle de ce qui avait été fait dans le VIH, dans les hépatites, aussi ce qu'on appelle un Community Advisory Board pour la mucoviscidose au niveau européen. Et donc, les firmes pharmaceutiques s'adressent à ce groupe de patients et proches pour leur poser des questions qui concernent le développement des médicaments. Alors, attendez, une seconde, madame, on va passer à monsieur, et puis je vous passe la parole juste après. Vous êtes... Oui, j'ai bien compris, c'est bien normal. Excusez-moi, bon, merci de me donner la parole. Charles Jousselin, je suis médecin des hôpitaux et je travaille en soins palliatifs dans un CHU, et je suis aussi philosophe. Et je voulais rebondir simplement sur cette idée de la participation du patient lui-même. Enfin, moi, je suis tous les jours auprès de ceux qui sont les situations les pires qui puissent exister, et je m'interroge sur leur consentement. C'était ça dont je voulais parler, du consentement. C'est-à-dire qu'on parle toujours du consentement éclairé, express et libre du patient. Je m'interroge lorsqu'on est malade sur la qualité de notre liberté, de notre expression. Et voilà, en gros, en un mot, et pour passer la parole, et j'aimerais bien entendre les chercheurs, finalement, le patient a-t-il vraiment le choix ? Un mot sur le consentement, à moins qu'on la garde pour une table ronde de l'après-midi, où ce sera peut-être un peu plus la place. On la garde pour cet après-midi. Madame. Bonjour, je suis membre du GRAM et puis représentant une association de patients. La question des recherches participatives et de son peu de développement en France peut être aussi abordée sur le fait qu'il n'y a qu'assez peu de guidelines pour la méthodologie. Et dans la méthodologie, nous avons eu la chance avec Bernadette notamment et Martine de participer à un groupe de travail en Belgique tout à fait intéressant sur la méthodologie quand on veut faire participer des patients qui sont éventuellement, certes patients, mais néanmoins profanes en recherche, pour au moins 2 points qui sont très importants. Comment passer d'une question qui est souvent très personnelle à un sujet de recherche. Il faut ouvrir le débat, puis il faut le refermer, il faut faire participer plusieurs collèges. Et la deuxième chose, c'est dans ces recherches participatives, il y a ce qui est souhaitable, et puis il y a ce qui est possible, et puis il y a ce qui est finançable.
Et donc, il y a la nécessité très importante d'associer dès le départ, pas seulement les chercheurs et les patients, mais les financeurs potentiels. Et je trouve, pour conclure ce point-là, qu'un des éléments qui serait vraiment extrêmement essentiel à la suite de cette journée, ce serait d'organiser un groupe qui émette en France, compte tenu du paysage français, une méthodologie globale, bien sûr adaptable à différentes choses, on ne peut pas rentrer dans les détails, sur cette recherche participative. Une méthodologie. C'est un peu ce dont parlait Yves Mathieu aussi, non? Les protocoles, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Oui, je ne sais pas si on peut imaginer qu'il y ait une seule méthode. Il y a un cadre méthodologique qui peut être posé, mais c'est un cadre composé de dizaines d'approches différentes dans lesquelles il y a des variables comme le type des personnes impliquées, le temps, l'intensité et la profondeur de la participation. C'est certainement pas une seule méthode qui va permettre, mais arriver à effectivement s'entendre sur le fait que c'est aujourd'hui une condition pour produire des recherches qui soient plus efficaces, plus utiles, dont les résultats soient produits plus rapidement, ça vaudrait sans doute la peine, oui. Pierre-Benoît Joly. Juste très rapidement là-dessus, deux éléments. Quand François Houllier a fait son rapport, nous avons réfléchi à cette question de guide. Nous avons fait des analyses et des guides, il y en a en fait beaucoup, notamment au Canada, notamment au Québec, parce que ce pays, comme on le sait, a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, plutôt qu'un guide, en fait, il faudrait avoir un navigateur pour une aide méthodologique, parce que les questions qui se posent ne sont pas les mêmes en fonction des configurations. Mais surtout, j'insiste là-dessus, ce qui est nécessaire, c'est une montée en compétences. Et la montée en compétences, ce n'est pas simplement des guides, en fait, c'est des formations, c'est des communautés de professionnels qui échangent sur leurs pratiques, c'est des protocoles qui sont partageables, qui sont expérimentés, etc. Donc, ça nécessite effectivement d'avoir un investissement lourd. Ce n'est pas simplement il suffisait d'avoir un guide pour résoudre la question, ce serait déjà fait, parce que des guides, il en existe beaucoup et on pourrait les utiliser en fait. Un investissement lourd, c'est votre expression. L'investissement, c'est l'investissement en temps, en personnes et en argent, et on revient à la question de la finance. Alors, monsieur avait demandé la parole. Oui, merci. Jean-Louis Faure, mon intervention va aboutir à une question à monsieur Joly sur les questions de méthodologie. Mais je voudrais d'abord dire que j'ai beaucoup apprécié le pont que vous aviez fait, qui a été fait lors de la présentation de l'état général entre la recherche participative dans la santé et la recherche participative dans l'environnement. Parce que, alors, c'est ma façon de me présenter. Moi, je suis doublement impliqué. Je suis impliqué d'abord dans le domaine du handicap, entre autres parce que je suis vice-président de l'Association française de recherche sur la trisomie, mais aussi j'avais mis en place l'ONFRI, qui était l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, prévu par la loi de 2005. Et d'autre part, passionné d'entomologie, je participe à un programme de Viginature, le STERF. Voilà. Alors, ma question, elle porte sur un sujet précis. L'une des formes de participation, c'est la fourniture d'informations et d'observations. Ceci exige qu'on soit très strict sur la méthodologie. Sinon, évidemment, les chercheurs ne peuvent rien faire des informations qui ont été recueillies. Alors, je vais prendre un exemple précis. En tant qu'AFRT, nous sommes donc proches de patients concernés par la trisomie. Nous sommes très sensibles aux pathologies associées. Très souvent, la recherche va s'intéresser, par exemple, aux aspects cognitifs. On passe à ça pour la trisomie. Or, il y a énormément de pathologies associées. Par exemple, les personnes avec trisomie ont une prévalence assez forte de maladies oculaires. Nous voulions faire une enquête auprès de toutes les familles que l'on connaît par les différentes associations sur ces pathologies oculaires. Mais il faut mettre au point des questionnaires, il faut exploiter évidemment après les questions, les analyser, etc. Pour cela, il faut des gens compétents. On tombe sur le problème de la compétence que vous avez abordé. Bon, or, ces gens compétents, disons, ce sont essentiellement des ARC, c'est-à-dire des attachés de recherche clinique qui sont dans les laboratoires, dans des hospitalo-universitaires, pris par des programmes officiels. Donc, en fait, quand on a de bonnes questions de recherche, c'est un véritable parcours du combattant pour arriver à intéresser des laboratoires de recherche pour qu'ils dégagent des compétences
pour mener cette recherche. Alors, à qui s'adresser? C'est à M. Joly. Merci de ce témoignage. À qui s'adresser, Pierre-Benoît Joly? Je vais Et Paula parler Descarrés aussi ou Effectivement. On est, comme vous l'avez dit, monsieur, toujours sur cette question de compétences. Donc, effectivement, se pose la question de la qualité des données quand on n'est pas dans un milieu contrôlé. Ce n'est pas une donnée complètement inusuelle pour les chercheurs. Toutes les données ne sont pas donc produites en milieu contrôlé et toutes les données ne sont pas collectées par les chercheurs. Donc ensuite se pose la question finalement et ça c'est un objet de recherche dans les sciences participatives, des modèles statistiques qui permettent de repérer s'il y a des biais systématiques dans les données, de corriger des données qui sont incomplètes. Et donc la question c'est effectivement de savoir accéder à ces compétences qui sont des compétences qui sont très spécifiques. Alors comment est-ce qu'on fait? Parce que j'ai l'impression que quand on est à vaincre la mucoviscidose, on connaît déjà un certain nombre de chercheurs, on se les est, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais on se les est attachés d'une certaine manière. En tout cas, ils sont attachés à la mucoviscidose eux-mêmes. On les attache pas. Non, c'est pas, non, ce n'est pas exactement ça que j'ai dit. On les fidélise. Oui, voilà, c'est ça, mais il y a une tâche qui a été prise. Et donc, sur la question, je pense, quel conseil vous pouvez donner à monsieur? Alors, sur la question des compétences à construire, c'est des compétences réciproques, des associations et des chercheurs. Il y a monsieur derrière vous qui dit c'est ça, absolument, c'est ça. Désolé, mais c'est ça, il dit. Vraiment, il faut les construire ensemble. Et nous, on crée les occasions pour que cet apprentissage commun se fasse, ce travail multidisciplinaire se fasse, parce qu'on évoquait tout à l'heure les barrières. Il faut le dire, il y a des barrières entre disciplines des sciences. Il faut faire travailler ensemble les cliniciens et les chercheurs en sciences humaines et sociales. Et nous, association, on a un rôle à jouer là-dedans. Monsieur Nalpas. Oui, moi je veux abonder dans ce que dit Madame Descarrés. Je crois que l'intérêt en fait de la recherche participative, et par exemple dans notre groupe Alcool, c'est justement quand on bâtit un questionnaire, on le bâtit ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas le chercheur qui dispose de la connaissance. On va chercher la connaissance justement sur une question spécifique posée concernant la maladie. On va voir si effectivement, d'abord, ce que nous apportent les associations, c'est comment poser les questions. C'est-à-dire que quand nous, chercheurs, avec notre rigidité scientifique, on rédige une question, on n'est pas certain qu'elle va être comprise. Donc là, il faut adopter le langage qui va être compris par les patients. D'où l'intérêt donc de commencer dès le départ, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois que le sujet est posé, on bâtit l'intégralité ensemble. Merci beaucoup. Une question de madame qui voulait en poser une déjà tout à l'heure. Merci. Je suis la présidente d'une association Pemphigus pemphigoïde France, maladie auto-immune qui décolle la peau et les muqueuses. Je voulais intervenir sur le rôle du patient expert. J'ai été frappée par la remarque d'une personne qui a parlé tout à l'heure et qui disait un expert non expert. Et étant moi-même universitaire à la retraite, ayant donc fait de la recherche, il me semble que je me suis trouvée à certains moments, en tant que malade, phagocytée par les médecins et tirée vers leur camp, de façon à parler leur langage, à utiliser leurs méthodes, à fonctionner comme eux, pour simplifier les choses, pour aller plus vite, etc. Donc, dans cette définition du patient expert, à qui maintenant on donne des diplômes, à qui on fait passer un master, à qui on ouvre des débouchés, etc., je dis attention, si on veut rester patient avec son langage, sa sensibilité, sa façon de fonctionner, les méthodes individuelles, enfin disons les méthodes d'élaboration de la connaissance dans les associations, c'est une méthode collective pour passer de ce que c'est un individu à ce que ça l'ensemble des individus, et la traduction de ces questions en questions de recherche, c'est quelque chose que, en tant que chercheur, moi-même, j'ai vu se passer en demandant 2 mois, 3 mois de travail. Et je voudrais aussi insister sur ce qui a été dit sur la valorisation de ce type de recherche.
ayant travaillé dans le développement local où on travaillait avec la population locale et en tant que chercheur devant traduire ces demandes et ces besoins, ce qui nous a bloqués, c'est que les patrons de recherche ne suivaient pas les jeunes chercheurs et ne leur laissaient pas la possibilité de travailler sur ces données, et que quand par hasard des travaux de recherche étaient faits, ils n'étaient pas valorisés par la suite dans la carrière. Donc tant que tout ça n'existera pas, en effet, on va bloquer, je pense. Oui, et monsieur Pierre-Benoît Joly disait que ça allait prendre du temps avant qu'effectivement ce soit valorisé dans les carrières, reconnu, etc. Très bien. Alors, on a une table ronde consacrée aux patients experts cet après-midi. Alors, on va garder vraiment votre intervention. Elle est tout à fait centrale pour cet après-midi. Monsieur Corvol. Je voudrais intervenir sur... Il a été fait allusion à l'industrie pharmaceutique. Et là, je trouve que c'est un point sensible qui ne fait pas partie d'ailleurs d'une table ronde et qui n'est pas discuté par ailleurs. J'étais frappé quand même, en préparant l'intervention aujourd'hui, en lisant un grand journal du soir, comme on dit pudiquement pour parler du monde, de voir qu'il y a littéralement un business. Il y a un modèle économique qui est en train de se développer, à savoir que l'industrie pharmaceutique repère le patient et court-circuite ainsi, je dirais, justement, le corps médical et les associations. Je pense que dans des disciplines complexes, comme les maladies complexes, comme par exemple le diabète de type 1, je pense que l'Association française des diabétiques a des opinions qui, je pense, sont quand même plus dénuées de liens ou de conflits d'intérêts que l'industrie pharmaceutique. Donc il faut quand même avoir un regard critique. Bien sûr qu'on n'avancerait pas sans l'industrie, je le sais. Je le sais bien. Je sais bien que l'industrie s'intéresse aux maladies rares aussi, mais pour des raisons de niche et de rentabilité tout à fait intéressant d'ailleurs à explorer un peu plus avant. Mais quand elle s'intéresse de près aux patients et qu'elle les contacte, si je puis dire, directement, je pense qu'il faut être méfiant. Est-ce qu'on peut garder également cette intervention pour cet après-midi, parce qu'on va parler évidemment du patient expert. Madame Ruelland voulait quand même ajouter un mot. Bernadette Bréant également, c'est ça? Mais je vous en prie. Oui, ça me fait plaisir qu'on parle des lobbies parce que ça me permet de parler aussi de ceux de l'alcool qui sont désespérément beaucoup plus puissants financièrement et au niveau communication que les petites associations qui se battent, et c'est David contre Goliath. Et en plus, elles ont un message de prévention qui est assez effarant. Donc c'est vrai qu'il faut toujours garder l'esprit critique et j'ai bien apprécié cette remarque. Bernadette Bréant, qui dirigeait la mission Association Recherche et Société à l'INSERM. Qui dirige. Écoutez, j'ai juste envie de faire un petit parallèle entre la recherche, quand on la regarde du niveau au point de vue de la priorité des chercheurs, et la recherche vue du côté de la priorité des malades, c'est pas toujours les mêmes questions. Et pour illustrer ça, je voudrais juste prendre un exemple que Paola, tu connais bien, hein, Paola de Carli, c'est celui de vaincre la mucoviscidose encore. Hein. Il y a eu un article qui est très très sympa qui a été publié dans Science et Avenir, là, juste de ce mois-ci, qui explique qu'il y a eu une cohorte de personnes qui ont été, de 500 personnes qui ont été rassemblées, dont plus de la moitié étaient des malades, et puis les autres des professionnels de la santé, des professionnels de la recherche, et des personnes aussi, des ergothérapeutes. Enfin, et on leur a demandé, pendant un certain temps, je ne me souviens plus exactement combien, d'établir quelles étaient les priorités de recherche concernant la mucoviscidose. Et contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, les malades ont proposé des priorités qui n'étaient pas du tout celles auxquelles les chercheurs s'attendaient. Eux, ils pensaient thérapie génique sur le gène de la mucoviscidose, CFTR. Eh bien non, les priorités des patients, c'était faire de la recherche pour améliorer le quotidien des patients. Donc juste, c'était pour montrer que les priorités des chercheurs et les priorités des malades dans le champ de la recherche, pour une même maladie, c'est pas les mêmes. Voilà, merci. Je suis désolé, je vais frustrer quelques personnes. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui demandaient la parole. Une dernière intervention de François Houlier. Oui, pardon. Moi, je voulais revenir sur deux points qui ont été qui ont été évoqués. Le premier, c'était cette question des guides méthodologiques. Alors, je crois que Pierre-Benoît Joly l'a indiqué. Quand on a conduit la mission, c'était bien une des demandes qui nous avait été adressée, c'était de produire des guides. Et puis, en fait, on s'est retrouvé dans une situation où la diversité des acteurs,
la diversité des disciplines, la diversité des sujets et des situations, faisait qu'on ne pouvait pas faire un guide des guides. Enfin, on ne pouvait pas faire en tout cas un guide unique. Donc on s'est attaché plutôt à identifier un certain nombre de grands principes, par exemple la gestion de la temporalité dans les projets de sciences participatives que vous avez évoqué un titre ou un autre. On a dit qu'il va falloir y porter une attention. La question de la co-conception ou du cycle du projet depuis la co-conception jusqu'à sa valorisation, ça nécessite une attention particulière. Donc on a plutôt essayé d'identifier des grands principes et en renvoyant la production de guides un jour à la biodiversité, le lendemain à tel groupe de maladies en infectiologie, et puis ailleurs. Voilà. Donc c'est un petit peu ça la stratégie qu'on a eue. Et puis l'autre point que je voulais évoquer, vous l'avez compris, moi je n'en étais pas... Enfin, j'ai découvert ce sujet-là et j'ai une grande amitié pour le sujet. Je suis plutôt, entre guillemets, une sorte de supporter. En même temps, les questions qui ont été évoquées de risque d'instrumentalisation ne sont pas négligeables. Voilà. Je viens de passer à Pierre Corvol un article récent que j'ai feuilleté récemment. Je pense qu'alors ils existent sous deux angles. Il y a un angle d'organisation sociale de la recherche que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vous réinvite à lire ce petit texte qui dit un postdoc coûte finalement moins cher, plus cher qu'une armée de citoyens. Donc ça interpelle sur l'organisation sociale et économique de la recherche. Et puis on peut imaginer effectivement qu'il y ait des formes d'instrumentalisation des citoyens, des formes d'ubérisation de cette activité-là. Et donc, il y a des risques derrière. Ça ne veut pas... disant ça, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire. Hein. Je veux juste dire qu'il vaut mieux identifier des sujets pour pouvoir les traiter sereinement que de les minorer et puis après d'être embêté. Parfait. J'ai l'impression que, effectivement, comme on l'a vu, il y a une grande variété d'actions qui sont réalisées dans les liens entre les citoyens et les chercheurs. Il faut, on l'a vu, il y a des besoins pour structurer ces relations, besoin de formation, besoin également de valoriser ces recherches des chercheurs. On voit aussi que la société, évidemment, demande de plus en plus à être prise en compte, et les associations de malades en particulier, elles le sont, les chercheurs aussi ont envie d'aller à leur rencontre. Mais voilà, tout cela demande à être davantage structuré.